Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais analyser la société Esker qui est cotée sur Euronext. Donc quel est son business model, comment est-ce qu'elle facture ses prestations à ses clients, comment tout cela est intégré dans les comptes, etc. etc. Et donc pour répondre à ces questions, j'ai invité un gérant qui est très expérimenté puisqu'il a plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers. Vous verrez, il n'a pas la langue dans sa poche et sans langue de bois, il va nous évoquer aussi l'opération qui est en cours sur Esker puisque cette société est sujette en ce moment à une offre publique d'achat. Donc cet invité va nous évoquer son avis sur la valorisation définie par l'expert indépendant. Il donnera aussi son avis sur les experts indépendants au sens large, ainsi que son avis sur l'autorité des marchés financiers. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vous dis donc à tout de suite. Alors l'analyse faite ici n'est pas un conseil à l'achat ou à la vente. Mon invité est lui-même actionnaire de la société Esker. De mon côté, je ne suis pas actionnaire de la société Esker et tous les deux, nous avons aucun contrat avec la société Esker. Bonjour Gilles. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir. Ok, merci de me consacrer ton temps. Alors Gilles, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais en fait comme métier, depuis combien de temps, quelle est ton expérience sur les marchés s'il te plaît? Je travaille sur les marchés actions depuis une grosse trentaine d'années. J'ai notamment été broker pendant plus de 2 décennies. J'ai travaillé pour 2 grandes institutions parisiennes et notamment dans les postes que j'ai occupés, il y avait des postes relatifs à l'analyse financière et à l'évaluation d'entreprises. Notamment, je m'occupais de tous les projets de préévaluation pour les IPO d'une très grande banque française. Donc on peut considérer que je suis quelqu'un d'assez senior et compétent en la matière. Ensuite, une fois que j'ai terminé ma carrière de broker, je me suis orienté vers le conseil et la gestion de portefeuille. J'ai notamment travaillé pour des monofamily office. Et depuis 2-3 ans, je gère mes propres portefeuilles. Je suis un spécialiste de ce qu'on appelle les small et mid cap en Europe. Donc, grosso modo, mon univers, c'est les sociétés de moins de 15-20 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc, une définition qui est plus internationale que française. Je suis en particulier certains secteurs de prêt à l'échelle européenne. L'édition de logiciels en fait partie, notamment en mode SaaS. Je rencontre régulièrement les dirigeants de sociétés dans les 200 rendez-vous que je fais avec des managements chaque année en Europe. Je vois par exemple une société comme Esker. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était à la fin des années 90. Elle avait un métier totalement différent vu qu'elle faisait des serveurs fax à l'époque, pour ceux qui savent ce qu'est encore un fax. Et donc j'ai suivi toute l'histoire du développement de la société. Voilà. Donc on peut considérer que j'ai une très bonne connaissance du dossier. En dehors d'Esker, je suis aussi actionnaire d'une autre très belle société assez comparable sur la bourse de Paris qui s'appelle SideTrade. Notamment l'intérêt de suivre plusieurs sociétés qui sont proches, c'est de développer une expertise sectorielle, d'échanger avec les managements. Et par expérience, celui qui parle le mieux d'une société, c'est souvent son concurrent. Sachant qu'en plus, SideTrade a une particularité, c'est qu'elle a dans son conseil d'administration l'ex-président d'une société dont on parlera, qui s'appelle Kiriba. Donc on a décidé de parler là de Esker. Est-ce que tu peux nous présenter l'activité de cette société, une belle société de la région de Lyon, s'il te plaît? Voilà, c'était vraiment une très très belle société, un fabuleux business model. Pour faire simple, éviter les grands anglicismes, Esker est une société qui est spécialisée dans la digitalisation des fonctions financières. Notamment, elle est très connue pour tout ce qui est facturation électronique, qui est un sujet qui se développe pour des raisons réglementaires. On en parle en France notamment parce que ça va devenir obligatoire à partir de 2026. Là où le business model est fabuleux, c'est que c'est pas une société qui vend des licences logicielles, mais une société qui vend un abonnement en mode SaaS. Donc, c'est des contrats qui font 36 mois, qui sont renouvelés, pour pas dire à 100%, à plus de 95% des cas. Donc, on a un niveau de récurrence qui est très, très élevé. Un business dont le niveau de marge brute est supérieur à 80%. Donc, ce qui est en fait un business model à la fois récurrent et fortement générateur de cash, et qui est en croissance structurelle. Et la particularité de ces business models, c'est qu'en dessous de la marge brute, vous avez une plateforme technologique que vous pouvez développer
soit en interne, soit par acquisition. Donc, vous complétez vos briques. Donc, l'idée générale est toujours la même de la part des divers acteurs, c'est de constituer une offre la plus globale possible pour que le client potentiel souscrive un maximum de modules. Par exemple, Esker, il y a 2 ans, a acheté une société à plus de 20 fois son chiffre d'affaires qui s'appelle Market Dojo, qui est spécialisée dans la sélection des fournisseurs. Voilà. Donc, Esker intervient du processus fournisseur jusqu'au processus client et ça peut aller jusqu'au paiement et on parlera notamment de Kiriba. C'est aussi un tellement beau métier que vous pouvez en permanence, vous gérez en permanence, je dirais plutôt, le couple croissance-rentabilité. Ah, d'accord. Okay. C'est une activité, en dehors des coûts de plateforme, votre principal poste, c'est les coûts de marketing. Donc, en fait, une société comme Esker, grosso modo, fait à peu près 15% de croissance par an, avec une marge opérationnelle qui se balade entre 12 et 14% à peu près en fonction des années. Mais c'est une société qui pourrait très bien avoir 30% de croissance par an avec une marge à 0, ou avoir 0 ou très peu de croissance avec une marge d'EBIT à 30%. Excuse-moi Gilles, la différence entre les deux, là, pour la marge et la croissance, c'est qu'ils ont des coûts qui sont variables. Tout à fait. Je vais t'expliquer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Esker signe des contrats de 3 ans. Il a des commerciaux. Ces commerciaux sont rémunérés, touchent une partie importante du contrat. Et ce contrat, il touche cette partie du contrat l'année de sa signature et non pas étalée au fil du temps. Comme Esker utilise les normes comptables françaises, la charge de marketing est en annuel et le revenu va être étalé sur les 3 ans à venir. Donc, si tu accélères ta croissance, qui a été le cas, par exemple, l'année dernière, tu vas signer beaucoup de contrats, mais par contre, tu vas plomber ta rentabilité. Ouais, d'accord. Ok. C'est un élément important et qui peut changer selon les normes comptables aussi, mais qu'il faut avoir en tête et c'est important pour bien comprendre le secteur et bien comprendre le dossier Esker. Selon toi, Gilles, qu'est-ce qui fait que les clients, ils soient, enfin, moi, j'appelle ça comme ça avec les gens qui me suivent, les clients sont collés. Qu'est-ce qui fait que les clients d'Esker, en fait, ils se retrouvent à renouveler quasiment à plus de 95%, ils re-signent les contrats de 3 ans? C'est l'excellence de leur plateforme technologique et notamment Esker, en fait, ont été parmi les premiers à investir dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, bien avant qu'on en parle ces dernières années, que ça devient la mode. Donc, en fait, notamment, le modèle SaaS vous permet d'avoir en permanence une actualisation de la technologie. Par exemple, vous avez, en dehors de la nécessité et de l'obligation même légale d'implémenter une solution de facturation électronique, vous avez des solutions qui aujourd'hui intègrent l'IA, qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Donc en fait, renouveler les abonnements, c'est d'avoir les dernières actualisations et c'est aussi un outil de gain de productivité qui est important. Par exemple, on a des plateformes aujourd'hui qui vous permettent automatiquement de relancer votre client sur le paiement. Voilà, vous avez automatiquement un mail qui est généré par de l'IA générative et qui va vous relancer le client, ce genre de choses. Ok. Et c'est qui les clients qu'ils ont? Ils ont qui comme client, comme signature? Alors, les noms des clients, je les ai pas forcément en tête, mais on va dire qu'Esker est plutôt ce qu'on a positionné sur des moyens grands comptes. Voilà. Donc sa cible, c'est pas forcément les PME. D'ailleurs, pour adresser les PME, il a aussi un accord avec une autre société cotée en France qui s'appelle Quadient, qui implémente. Voilà. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est des solutions qu'on déploie dans des grandes entreprises et qui sont longues à déployer. Donc entre le moment où vous signez le contrat, le moment où la solution est effectivement implantée dans une entreprise, vous avez souvent un décalage de 9 à 12 mois, voire 18 mois. Donc, c'est pour ça qu'entre guillemets, on peut avoir des décalages entre la croissance du pipe de contrat et la croissance du chiffre d'affaires et aussi la rentabilité pour les raisons que je t'ai évoquées. Très bien. Bon ben, merci. Donc, si je résume, en fait, Esker, ils ont l'avantage de faire des contrats de 3 ans. Ils font des prépaiements. Donc, en fait, les gens, ils payent avant. Alors ça, c'est nouveau, Philippe. C'est nouveau. C'est depuis cette année, enfin 2024? Voilà. C'est qu'en fait, ils signent des contrats de 3 ans et maintenant, depuis 2024, ces contrats intègrent un prépaiement annuel. Ce qui est un schéma qui est de plus en plus récurrent dans les éditeurs de logiciels en mode SaaS, qui ont notamment Market Power, une capacité à l'imposer à leurs clients.
Ça existe, par exemple, SideTrade a dû le faire il y a 2 ans de mémoire. Tu as une autre société aussi qui est dans un domaine totalement différent, que connaissent peut-être nos auditeurs, qui s'appelle Planisphère, qui fait aussi la même chose. Donc, bien sûr, l'intérêt, c'est de générer beaucoup de cash. Encore plus de cash que si tu ne fais pas de prépaiement. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le secteur intéresse énormément les fonds de private equity, parce qu'il y a une capacité aussi à reliverager les bilans à partir du moment où tu es une machine à cash. Ouais, bien sûr. Tu peux prendre une boîte comme ça avec de la dette, aller rembourser rapidement. En règle générale, tu complètes la stratégie qu'on a vue depuis quelques années, notamment il y a eu beaucoup de consolidation aux États-Unis, ça a été plutôt on achète une société cœur et on va compléter sa plateforme technologique en achetant d'autres sociétés autour et on releverage la société aussi par la même occasion, soit on met de la dette, notamment en mettant de la dette dans une holding d'acquisition, qui est le schéma qui est très classique d'ailleurs. Si tu lis attentivement la note d'opération sur la société Esker, il est prévu qu'à partir d'un certain seuil d'atteinte dans le capital, Ouais, mais on va y aller, Gilles, on va y aller. Ok. Euh, on va utiliser de la dette. Par rapport au prépaiement, il paye à l'année d'avance ou il paye les 3 ans d'avance? Maintenant le paiement, c'est une année en avance. Ah, ok, très bien. Alors justement, donc pour Esker, est-ce que tu peux nous dire l'opération qui est en cours parce qu'il y a une offre publique d'achat qui est en cours. Est-ce que tu peux nous donner les tenants aboutissants, qui c'est qui fait l'offre, c'est quoi le prix, et puis ce que tu as fait derrière parce que il y a des choses que on va dire, tu n'es pas d'accord et tu vas nous exposer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a qui te chagrine dans l'offre publique d'achat telle qu'elle est actuellement, s'il te plaît? Il y a deux choses. Il y a une OPA et surtout, cette OPA est assortie d'une OPRO. Donc, ça veut dire que quelque part, si l'offre rencontre un succès supérieur à 90%, les actionnaires seront expropriés de leurs titres. Donc cette offre n'est pas une surprise, comme je te disais, le secteur regorge de fonds de private equity qui achètent les sociétés. On en a eu encore récemment en Allemagne dans le secteur des logiciels médicaux. Là, il y avait déjà des rumeurs qui couraient depuis le printemps que la société Esker était assez ouverte finalement à un rachat. Il y a eu une communication officielle cet été disant qu'ils avaient une négociation exclusive avec Bridgepoint, qui n'a pas été là non plus une grosse surprise, le nom de l'acteur, car il est déjà présent dans le secteur. Notamment, il avait acheté en 2019 une très belle société, un petit peu plus grosse qu'Esker, qui s'appelle Kiriba, qui est présent dans le paiement, donc qui est grosso modo en bout de chaîne. On va dire qu'il y a un élément qui a encore une faiblesse dans l'offre d'Esker. Donc, logiquement, c'est totalement cohérent, cette opération de la part de Bridgepoint. Donc, Bridgepoint, en fait, s'est associé avec le management, qui a à peu près 10% du capital, et une autre société de private equity qui s'appelle General Atlantic proposait une OPA à 262 euros par action, qui a démarré d'ailleurs la semaine dernière. Qu'est-ce qui me dérange dans l'opération? C'était ta question de base. J'ai un premier problème, c'est que je trouve que l'offre n'est pas très généreuse. Il y a un standard un peu universel dans ce secteur. Quand on analyse en fait l'ensemble des opérations, un seul critère qui est important, c'est le multiple de chiffre d'affaires abonnement, ce qu'on appelle le multiple de chiffre d'affaires SaaS, qui est assez constant dans toutes les opérations qu'on analyse depuis quelques années, qui est compris en 9 et 10 années de chiffre d'affaires. Donc, il ne faut pas confondre ce chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires consolidé. Notamment, Esker fait ce qu'on appelle de l'intégration, intègre ses propres produits, qui est une activité proche des ESN et qu'on valorise moins d'une année du chiffre d'affaires. Donc, globalement, quand on applique ce ratio à Esker, la valorisation est à peu près le prix proposé à peu près une quinzaine de pourcents, 15-20% en deçà des pratiques usuelles. Notamment, on a eu en début d'année une acquisition en Europe d'une société nordique qui s'appelle Pagero par Thomson Financial Services, qui est un très bon exemple. Le deuxième sujet qui m'a dérangé immédiatement et qui a attiré mon attention, c'est la mise en place d'une condition suspensive à l'offre qui est l'atteinte de 60% du capital. Donc je te rappelle la condition de caducité normale dans une opération, c'est 50%. Donc ça veut dire si l'acquéreur n'atteint pas les 50% du capital de la cible, l'opération n'a pas lieu. Donc quel est l'intérêt
d'avoir ce seuil de 60%. C'est pas évident. J'ai échangé avec le management à la suite de l'opération au mois de septembre et j'ai pas eu des réponses sur cet aspect-là qui m'ont convaincu. Et immédiatement, comme je connais très bien le secteur, je me suis posé la question de Kiriba et j'ai posé d'ailleurs la question directement au président d'Esker sur le fait que la logique d'avoir 60%, qui est très proche du seuil des 2/3 des droits de vote, n'était-elle pas là pour contrôler l'Assemblée générale extraordinaire et laisser l'apport dans le futur pour éventuellement un rapprochement entre Kiriba et Esker. Voilà. J'ai obtenu une réponse du management que je ne dévoilerai pas, qui est un peu floue. Et de toute façon, aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir surtout le point de vue de Bridgepoint, vu que c'est lui qui va contrôler. Donc là, on est au mois de septembre. Et au mois d'octobre, comme par hasard, je vois arriver sur mes écrans que Bridgepoint a effectué un LBO secondaire sur Kiriba. Concrètement, a fait rentrer General Atlantic, qui est le même acteur qui va l'accompagner sur l'opération Esker. Donc, on peut en déduire logiquement que quelque part, on a deux opérations qui se déroulent en même temps avec deux opérateurs, qui a une réflexion un peu plus globale sur ces deux sociétés, ce qui m'apparaît sur un plan industriel tout à fait logique. Ça, c'est le premier point. Donc, qu'en sera-t-il? Et le deuxième point aussi, c'est que ça donne encore un élément de valorisation. Et cet élément de valorisation fait ressortir une valorisation qui est supérieure à celle d'Esker, alors qu'il ne s'agit que d'une transaction minoritaire. Comme l'a très bien rappelé, par exemple, Pascal Quéry, que tu connais, qui est une des références dans la finance d'entreprise en France, qui a publié un ou deux papiers sur le sujet, dont un cette semaine, et qui rappelle fort justement qu'il s'agit d'une transaction minoritaire et que General Atlantic paye plus cher pour une transaction minoritaire que l'ensemble Bridgepoint plus General Atlantic sur une transaction majoritaire. Je te rappelle que dans une transaction majoritaire, tu contrôles le cash flow, donc tu as une prime, ce qui est logique. Voilà. Donc si on est jusqu'au boutiste, les multiples de valorisation qui devraient être proposés sur Esker devraient être bien supérieurs aux multiples proposés sur Kiriba. Donc on va rappeler, pour que les choses soient claires pour tes auditeurs, comment se passe maintenant une opération sur la Bourse de Paris. Ouais, comment est-ce qu'on fait? Lorsqu'il y a une OPA qui arrive, c'est quoi le processus pour se recaler? Il y a le processus d'OPA et il y a surtout, là, dans un cas précis, on est dans un processus d'OPA qui peut être suivi dans un processus d'OPR. Donc, pour rappel, le seuil qui conduit à une expropriation des actionnaires a été modifié dans la loi Pacte en 2019. Avant, il fallait atteindre un seuil de 95% qui rendait, entre guillemets, plus difficile un retrait de cote si on avait certains actionnaires. Il suffisait d'une ou voire de deux sociétés de gestion qui se mettent d'accord et qui rachetaient 2-3 titres. Et comme par hasard, ils avaient 5,1% du capital et ont bloqué le retrait de cote. Aujourd'hui, 90%, c'est-à-dire 10%, c'est beaucoup plus complexe, mais vraiment beaucoup plus complexe. En contrepartie, la loi a accordé le droit aux investisseurs actionnaires d'interroger l'expert, sachant qu'une expertise indépendante est obligatoire en cas de projet d'OPR. Donc, on a un expert qui, entre guillemets, publie un rapport pour dire l'offre est équitable ou pas équitable. Donc, pour faire une digression rapide, on a un petit peu de recul, ça fait 3-4 ans qu'on a des opérations avec des rapports d'expertise. En règle générale, ils valident tous les prix proposés. On s'aperçoit que c'est souvent, même quasiment toujours, les 4 mêmes cabinets qui ont l'air de se partager le marché, ce qui est assez étonnant vu que c'est faire un rapport d'expertise, de valorisation, c'est pas un sujet très compliqué pour un professionnel. Et il y a sans doute une centaine de personnes facilement en France qui seraient qualifiées pour le faire. On est surpris par ça. On est surpris aussi par la rémunération de ces experts parce que on parle de montants de 100, 200, 300 000 euros par opération. Quand on a effectué, ce qui est mon cas, ce genre de travail, on a une idée du nombre d'heures que ça prend. Même si on intègre les heures
nécessité, bien sûr, de répondre aux questions des actionnaires investisseurs. J'ai calculé que la rémunération horaire des experts devait être supérieure à 5 000 euros de l'heure. Je ne connais pas un métier dans le conseil où on facture autant. Donc, quand je relis tous ces éléments, je m'amène à me poser la question, mais pourquoi on utilise toujours ces mêmes vecteurs? Est-ce qu'ils fournissent vraiment une attestation indépendante ou un coût tampon moyennant une grosse rémunération? Ok, donc tu as pu échanger avec l'expert. Voilà, donc j'ai fait deux choses. Premier élément, donc bien entendu, j'ai lu attentivement le rapport de l'expert. J'ai détecté immédiatement l'erreur manifeste, sachant que le modèle de l'expert, modèle central d'évaluation est ce qu'on appelle un discounting cash flow, une actualisation des cash flows futurs en français, ce qui est tout à fait cohérent comme modèle d'évaluation. Sauf que dans son modèle, j'ai détecté immédiatement que son hypothèse au niveau du BFR était fausse. On a évoqué quelques minutes avant le fait qu'Esker avait changé la structure de ses nouveaux contrats avec un prépaiement annuel. Donc, en fait, au fil du temps, sachant que ça s'applique uniquement aux nouveaux contrats ou aux contrats en phase de renouvellement, dans une période de 3 ans, la structure du BFR de la société Esker va changer. Ça veut dire que le BFR, qui était jusqu'à maintenant à peu près à négatif de 5% du chiffre d'affaires, va avoir son pourcentage de négativité augmenté. On a des références dans le secteur. Je te parlais d'autres sociétés, notamment cotées sur la place de Paris, qui ont fait la même chose. Leur structure de BFR est devenue négative d'à peu près 10 à 15%. Donc, il y a une forte probabilité qu'à horizon 3 ans, progressivement, Esker trouve cette même structure. Donc, bien entendu, cette erreur, cette hypothèse de BFR qui me paraît fausse, implique, bien entendu, un calcul du free cash flow qui est faux. Donc, grosso modo, si tu fais une simulation, on va dire que ça minore la valeur de 10 à 15%, à peu près. Après, tu as un deuxième aspect qui est les méthodes secondaires et on regarde souvent et principalement les transactions comparables. Et là, bien sûr, c'est une vieille astuce d'évaluateur. Quand on veut trouver un prix, on enlève de l'échantillon les transactions qui nous arrangent pas pour connaître. Je l'ai fait plein de fois quand je faisais des évaluations sur des IPO. Donc, je m'inclus dedans, je connais l'astuce. Donc, notamment, ce qui est étrange, qu'ils n'ont pas mis la transaction Kiriba, et qu'ils ont aussi retenu dans l'échantillon un certain nombre de sociétés qui avaient des problèmes de gouvernance, qui étaient en mode de transition. Notamment, il y a un excellent analyste financier qui s'appelle Nicolas Torres, qui travaille chez Odoo, qui a publié un papier, qui a analysé les comparables, qui est excessivement bien fait. Voilà, donc. Grosso modo, c'est évident. J'ai fait deux choses. La première chose, c'est que j'ai pris contact avec l'expert indépendant, en mettant, bien entendu, en copie l'AMF, parce que aussi, par l'expérience, on s'aperçoit que certains experts ne répondent pas aux questions. Donc, il m'a apporté des réponses assez surprenantes. Donc, sur la structure de BFR, une réponse que je qualifierais de pipeau intégral. Et notamment, j'ai découvert au travers de sa réponse un truc qui est relativement étonnant, c'est qu'en fait, à partir du moment où le free cash flow était dégagé, mais qu'il n'était pas distribué aux actionnaires, ça n'impliquait pas d'incidence sur la valeur d'une entreprise. C'est un nouveau concept que j'ai découvert. D'ailleurs, Pascal Quéry, qu'on ne peut pas qui s'est penché sur l'opération, a aussi été étonné par ce point-là. Et puis sur l'échantillon, notamment sur la partie Kiriba, c'est que il a justifié le fait que cette opération n'était pas encore finalisée, elle le sera qu'au Q4, et que ce n'était pas dans sa base de données. Donc comme c'était pas dans sa base de données, il pouvait pas en tenir compte. Je n'ai pas été surpris par la réponse ou les réponses apportées. Honnêtement, je n'attendais rien de l'expert. On a suffisamment de recul maintenant pour savoir que c'est des gens qui servent à rien. En tout cas, qui n'ont jamais, entre guillemets, penché du côté de l'investisseur. En parallèle, j'ai aussi saisi l'AMF sur un point spécifique, qui est un point d'information. Moi, je suis actionnaire d'Esker. J'ai une offre qui va se terminer le 9 janvier.
Avant de prendre ma décision, j'aimerais savoir quels sont les projets éventuels. Est-ce qu'il y a un projet ou pas de mettre en place des accords commerciaux entre Kiriba et Esker? Est-ce que on est dans une logique de rapprochement et de fusion à terme, un horizon à préciser entre les deux sociétés? Voilà, parce que quelque part, si Bridgepoint obtient plus de 60% de son capital, du capital et moins de 90, ça veut dire qu'il y a des actionnaires minoritaires qui vont rester au capital. Et là, étonnamment, je n'ai eu aucune réponse de l'AMF. L'AMF ne m'a pas répondu et n'a pas traité le point dans la note d'information. Parce que normalement, Gilles, dans les notes d'experts là, donc le rapport de l'expert indépendant, il y a bien un topo qui s'appelle intention de l'initiateur à horizon X temps, 18 mois, machin. Et là, t'aurais voulu savoir, est-ce qu'il est prévu des fusions avec d'autres sociétés? Est-ce qu'il est prévu des synergies? Et là, il y a rien. Dans ce paragraphe, ils en parlent pas, quoi. C'est ça. En fait, on a le schéma classique, ils sont précisés, c'est Bridgepoint et General Atlantic ainsi que les managers qui vont apporter 60% de leur titre vont créer une holding d'acquisition. Et il est précisé, qui n'envisage pas de fusionner cette holding d'acquisition avec la société Esker dans les années à venir. Voilà. Mais on n'a rien du tout sur le chapitre éventuel Kiriba Esker. Voilà, j'aurais aimé, et c'était ma demande auprès de l'AMF, qui nous précise des intentions. Nous dire, ça peut être, nous préciser qu'ils n'envisagent pas la mise en place d'accords commerciaux, qu'ils n'envisagent pas de fusion. Je ne crois pas que ça sera le cas, mais, entre guillemets, qui répondent au moins. Et il n'y a eu aucune réponse apportée. Donc c'est très décevant de la part de l'AMF. Voilà, mais c'est pas la première fois que l'AMF est décevant. Voilà, ce qui est surtout gênant, en tout cas, moi je suis d'une génération qui est un peu différente et qui ont toujours considéré l'AMF comme un régulateur, une partie prenante, et quelque part comme un arbitre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'AMF ne joue plus son rôle d'arbitre, et que c'est très négatif, entre guillemets, pour le sentiment qu'ont les investisseurs sur la place de Paris, et c'est un vrai sujet de place. Moi, je n'investis pas qu'en France, comme tu le sais, et quelque part, la place de Paris, notamment sur les small et mid cap, a été pendant longtemps la place de référence en Europe, et on est en train de se ridiculiser. Et ça a une incidence très concrète aussi derrière. C'est qu'il y a moins d'investisseurs sur ce compartiment de la cote, donc moins d'investisseurs veut aussi dire moins de financement de l'économie et aussi une moins bonne valorisation. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Peut-être un jour on fera une interview ensemble sur l'évolution de la réglementation, etc. Mais depuis une dizaine d'années, on est parti avec une idée farfelue que une place de marché compétitive devait faciliter l'entrée de toutes les sociétés et la sortie de toutes les sociétés. On rentre notamment par rapport à la problématique de la concurrence du private equity. Mais on ne s'est pas posé la question clé, est-ce que ça va pas faire partir les investisseurs? Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est en grande partie le cas. Il y a d'autres raisons, mais c'est aussi une des raisons. On a des sociétés où il n'y a plus de liquidité. Je vois régulièrement des posts, comme j'ai beaucoup de patrons, de gens actifs dans le domaine du corporate sur la place de Paris, qui se plaignent que leurs clients, même les institutionnels, ne veulent plus les voir et plus les rencontrer. Voilà, donc il est de l'intérêt de personnes, investisseurs, asset managers, conseil des corporates, de transformer la place de Paris en un mouroir. Et c'est ce qui est en train de se produire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris la parole et de manière publique. Ce n'est pas j'en suis pas à ma première danse et c'est pas la première fois que je conteste une opération, mais c'est la première fois que je rends public le fait que je le conteste. Alors si on revient sur Esker, tu me dis si j'ai bon. Donc l'OPA là à 262 euros par Bridgepoint plus un autre fonds. Toi, ce qui te gêne, c'est la valo. Ce qui te gêne, c'est la méthode d'actualisation des cash flows ou dans la méthode de l'expert indépendant, il n'actualise pas le fait que le business model est en train de pivoter et à horizon 3 ans, le BFR va passer de plus en plus négatif. Donc il y aura encore plus de cash flow, de free cash flow.
Donc, quand tu actualises les free cash flow qui sont plus gros ou plus petits, forcément, t'as pas la même valo. Après, tu as un autre point sur le fait que l'initiateur, il dit qu'il donne une offre, une suite positive s'il dépasse 60%, alors que d'habitude c'est 50. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est par rapport à l'AMF. Tu as demandé, ça serait bien que vous obligiez l'initiateur à nous donner ses intentions parce que nous, on a vu on va dire les mêmes initiateurs, en fait, ils ont acheté une société qui complète bien le business model de Esker. Donc on voudrait savoir si par exemple, en point de vue synergie, il n'y a pas des fusions à venir ou voilà, et t'as pas eu de réponse là-dessus. C'est bien ça. C'est ça. Et c'est le point que je regrette. Alors, en synthèse des demandes de Gilles pour l'OPA sur Esker, donc il y a 3 demandes. La première, c'est une clarification sur les intentions des initiateurs. Donc, il souhaiterait une publication d'un communiqué financier indiquant les intentions donc des 2 initiateurs qui concerneraient un éventuel accord commercial et un rapprochement entre Esker et Kiriba, parce que tout simplement Kiriba a fait une levée de fonds dans laquelle il y a effectivement ces acteurs qui sont montés au capital. Le deuxième point, ça concerne le prix de l'offre. Gilles souhaiterait une augmentation du prix de l'OPA, un minimum de 300 euros, qui correspondrait en fait à des valorisations qui existent dans le secteur, notamment pour une prise de contrôle avec une prime sur le contrôle du groupe Esker. Et le troisième point, c'est la suppression du seuil de renonciation de 60% du capital pour valider l'OPA et le remplacer par un système d'offres à 2 tours, un peu avec un complément de prix, c'est-à-dire proposer une OPA à 300 euros et si plus de 90% du capital sont acquis, faire un complément de prix de 15 euros pour aller jusqu'à 315 euros. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air, à partager la vidéo. Et pour ceux qui veulent s'abonner à Zone Bourse qui ne sont pas encore clients, n'oubliez pas mon partenariat qui vous permet de bénéficier de moins 25% sur tous les abonnements annuels à Zone Bourse. Donc le lien est dans la barre de description. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma newsletter, vous pouvez le faire. Vous avez le lien aussi dans la barre de description. Vous aurez accès à 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers, ainsi que mes dernières analyses de sociétés cotées. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.